She's beautiful. So beautiful. We're calling her Laura. We think she looks like a Laura. Oh. She already has a full head of hair. And she's got my eyes. Luckily for her, everything else is pure Sarah. With free Skype-to-Skype video calls, you can be right there with them, wherever they are. Bienvenue sur le plateau des 24 heures chrono de l'International. Il est 19h à Paris, 16h à San Paolo et nous achevons presque ce tour du monde. Alors direction maintenant une ville où tous les regards sont tournés, malgré une croissance un peu en bémol en 2012, de l'ordre de 1%, estimée autour de 3% en 2013. Nous verrons qu'il y a d'énormes opportunités sur ce marché. Nous parlerons également des formalités d'installation avec notamment Anne Lebas-Signora. Bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste pour le Petit Journal à San Paolo et vous résidez donc à San Paolo. À San Paolo, dans la ville. Très bien. Et Kentrit Tissot, bonjour. Bonjour. Vous êtes vous présidente de San Paolo Accueil. Oui. Depuis combien de temps, mesdames, êtes-vous présente à San Paolo? Résidez-vous à San Paolo? Moi, depuis 1 an et demi. Et depuis 1 an, je suis présidente de Sao Paulo Accueil, qui est une association d'accueil des Français et francophones à l'étranger. C'est une association de bénévoles et qui accueille dans cette mégalopole de 21 millions d'habitants. Très bien. Anne Lebas-Signora. Moi, je suis arrivée fin avril, donc ça fait peu de temps, mais j'y habitais de 96 jusqu'à fin 99. Donc c'est un retour. Donc c'est un retour aux sources. Très bien. Tout de suite, on va écouter Camille Guillonnet, qui est consultante junior en immigration au cabinet Carl Waid, nous parler des différents visas pour partir au Brésil. Donc, au Brésil, on distingue 2 catégories de visas. Il s'agit des visas de travail temporaire et des visas de travail permanent. Alors, en ce qui concerne les visas de travail temporaires au Brésil, ils sont octroyés notamment lorsqu'un ressortissant français signera un contrat de travail avec une entreprise brésilienne, dans le cadre d'une prestation de service ou encore lors d'un transfert intragroupe. Alors, ce type de visa est concédé pour 2 ans renouvelables. Les conditions d'attribution de ce type de visa de travail temporaire au Brésil sont très spécifiques et contraignantes. Il y a notamment des quotas qui sont imposés aux entreprises et des conditions de rémunération et de formation. Concernant les formalités, donc la demande sera déposée auprès du ministère du Travail. Il n'est pas rare que les délais d'obtention de ce type de visa soient de 3 à 6 mois. Donc là, il faudra s'armer de patience pour l'obtention de l'autorisation de travail. Concernant le conjoint ou le compagnon en union stable du travailleur qui a obtenu un visa de travail temporaire, il se verra délivrer un visa temporaire qui ne l'autorise pas à travailler. En ce qui concerne le visa de travail permanent au Brésil, il est octroyé pour des postes de direction ou pour des investisseurs. Donc, en ce qui concerne le conjoint d'un travailleur qui aurait obtenu un visa de travail permanent, le visa du conjoint autorisera ce dernier à travailler au Brésil. Donc faire une demande de visa n'est pas chose aisée. Comment ça s'est passé pour vous? Quel visa avez-vous? Ça prend du temps d'obtenir un visa. Moi, j'ai un visa permanent qui dépend de mon mari, qui lui est dirigeant d'entreprise. D'accord, donc c'est ce que nous disait Camille Guillonnet. Ouais. C'est important en effet, et comme elle l'a souligné, c'est important parce que ça nous permet de travailler au Brésil. Oui, bien sûr. Les formalités sont longues, sont compliquées. En effet, il faut s'armer de patience. Oui. Comment ça s'est passé pour vous? Vous avez nous, écoutez, vu que vous travaillez, c'est pareil. Vous avez oui, c'est pareil. Donc j'ai un visa qui est dit permanent, mais en fait qui est temporaire dans le sens où il dépend donc du mari qui travaille et s'il perd son emploi ou si jamais il est amené à partir, effectivement, vous perdez il n'y a plus de visa bénéfice. Et on le perd automatiquement. Donc on a le droit de travail, ce qui est vous avez le droit de travailler. Maintenant, il est long à obtenir. On vous demande un extrait de casier judiciaire si vous êtes majeur, extrait d'acte de naissance, livret de famille, etc. Quand on dit long, c'est à peu près combien de temps? Donc c'est quand même entre 6 et 9 mois. Oui, oui, d'accord. Voilà, donc c'est quand même très long. Vous avez fait la demande avant de partir en amont ou est-ce qu'on... Parce qu'il faut toujours faire la demande en amont. D'accord, voilà. Mais on peut quand même partir avec un visa touriste, par exemple, et continuer de faire les démarches. Oui, mais de toute façon, vous obtiendrez votre visa qu'à l'extérieur du pays. Donc, il faudra sortir. Donc, nous, je vois, on a fini par aller en France. Et puis, étant donné que c'était bloqué, mon mari a fait le pied de grue à 6h30 du matin devant l'ambassade du Brésil qui change régulièrement ses dates d'ouverture parce que vous ne pouvez pas les contacter par téléphone. C'est uniquement par Internet. C'est 2 fois par semaine. Et
et il prenait à l'époque, donc cet été au mois d'août, il ne prenait que les 8 premiers visiteurs. Une vraie sélection. Une vraie sélection. Donc à 6h30 du matin, il était sur le parvis avec d'autres. Il y en avait même un qui avait une tente et il attendait son tour pour pouvoir avoir son visa. Parce que de son visa dépend tout le reste. Oui, c'est Sinon, ça. vous êtes bloqué. Alors, oui, vous pouvez bloquer, c'est-à-dire vous ne pouvez pas ouvrir de compte bancaire. Pas de compte bancaire, pas de ligne téléphonique. Pas de téléphone, impossible de signer un contrat de location de maison. Vous faisiez comment? Alors, vous avez logé à l'hôtel pendant des mois? On est à l'hôtel. Alors, nous, on est resté, oui, on était resté à l'hôtel. Nous, pas très longtemps, parce que finalement, notre visa n'a mis que 6 mois. Ouais. Donc, on est resté à l'hôtel pendant un mois, je veux dire. Et puis ensuite, on s'est installé pendant 2 mois dans une maison vide parce que le temps que le container soit débloqué et que tous les papiers soient faits. D'accord. Généralement, on n'envoie pas le déménagement tant qu'il n'y a pas... Voilà, il ne peut pas partir tant que vous n'avez pas le visa. Une fois que vous avez le visa, vous pouvez débloquer. Maintenant, tout dépend aussi de l'entreprise. Ouais. Il y a des entreprises qui vont essayer d'obtenir quand même un contrat de location, même si vous n'avez pas le visa. Oui. Mais tout dépend si on est pris en charge par son entreprise. Exactement. Si on part seul, ça devient vraiment complexe. Si vous n'avez pas d'aide à côté, ça va être une galère monstrueuse. D'accord. Alors justement, en parlant de déménagement, on va écouter Benjamin Broom, responsable AGS, donc à São Paulo, nous parler des formalités pour déménager. Un déménagement sur le Brésil est relativement compliqué en raison des documents nécessaires pour la douane de destination. Un certain nombre de documents sont nécessaires. Il y a déjà le visa et le permis de travail qui doivent être publiés dans le journal officiel. Le client doit aussi obtenir un numéro d'immatriculation sur place. Donc, normalement, il doit se rendre au Brésil pour le faire. Ce numéro doit figurer sur le titre de transport de la marchandise. Donc, l'obtention de ce numéro ralentit l'expédition. Voilà, donc comme il le disait, un déménagement qui peut se faire que si on a le visa. Enfin, tout est un peu imbriqué. Finalement, c'est quand même pas très facile, j'imagine, au départ. Est-ce que vous avez rencontré des difficultés particulières concernant votre déménagement? Vous avez pu tout faire venir de France? Oui, on peut tout faire venir. Pas de restrictions particulières? Pas de restrictions particulières, si ce n'est on ne peut pas emmener d'alcool. Oui, restrictions qui sont assez fréquentes. Oui, c'est fréquent, mais sinon non. Là-dessus, ça s'est plutôt bien passé, c'est relativement simple. C'est relativement simple tant que tous les papiers sont bien en ordre. Voilà, c'est une question de papier. Moi, j'arrivais de Tokyo, donc il n'y avait pas de restrictions particulières non plus. Une fois que vous avez le visa, on vous dit qu'il y a à peu près 15 jours de dédouanement. Oui. Donc voilà, il faut être patient. Pas de problème au niveau des douanes, justement? Non, écoutez, il y a 15 ans, quand on y était, on avait dû payer un dessous de table, ça ne se fait plus du tout. Et cette fois-ci, il n'y a eu absolument aucun problème. Ça s'est très bien déroulé. Bon, parfait. Donc, une fois qu'on est installé, c'est là qu'on rentre dans le vif du sujet, qu'on commence à apprivoiser la ville. Alors, comment ça se passe? Quelle est la qualité de vie à São Paulo? On écoute Aurélie Barial nous en parler. Qui est à la France? Bienvenue à São Paulo. J'aime beaucoup cette ville pour 3 raisons essentielles. La première, pour la gaieté et l'optimisme permanent de ses habitants. Ils ont toujours une bonne raison de faire la fête. Et il y a plein d'endroits pour sortir, beaucoup de restaurants très variés, et cela rend la ville très festive. La deuxième raison, et en dépit des apparences, c'est la végétation luxuriante. Elle est partout, et il y a beaucoup plus d'arbres que de buildings, malgré ce qu'on pense, et l'image véhiculée de la ville. Et enfin, la troisième raison, pour le climat, qui est doux, pas trop chaud, grâce à l'altitude, et avec un air agréable et sain. Bon, Aurélie Barial est conquise. Est-ce que ça a été votre cas? Au premier abord, la ville peut paraître rebutante. On se laisse apprivoiser. Qu'est-ce que vous pourriez dire aujourd'hui de São Paulo? Est-ce que vous en partiriez facilement? Alors déjà, on arrive, mais alors on va essayer d'y rester un petit peu. Mais en effet, la ville, au départ, est un petit peu rebutante parce que on s'attend. Déjà, on arrive au Brésil, alors on s'attend à voir des couleurs. On a des images, on pense carnaval, on pense couleurs, on pense palmiers, etc. Et puis finalement, on arrive dans une ville énorme. Des buildings immenses, beaucoup de béton, une circulation extrêmement dense et extrêmement compliquée. On est un petit peu submergé par tout ça.
Ça vous a fait la cela, même ça impression? Moi, ça m'a fait il y a 15 ans, quand je suis arrivée, je me suis dit, mon Dieu, mais qu'est-ce qu'on est venu faire là? C'est une horreur. Cette ville, c'est un cauchemar. Et en fait, on est parti au bout de 3 ans en larmes. On a regretté énormément le Brésil. On est retourné en vacances. C'est les gens, ils sont positifs, ils ne tirent pas la tête, ils vivent au jour le jour. On verra les problèmes demain. S'il y a un problème, il y a toujours une solution. Toujours. Bon, il faut de la patience. Mais il y a toujours une solution. Voilà. On parle également de São Paulo comme une ville culturelle. Expo, théâtre, concert, comment ça se passe? Est-ce que là aussi, vous êtes servi de ce côté-là? Oui, il y a beaucoup de choses. Maintenant, on est au Brésil, donc ça va être... Il y a beaucoup d'artistes brésiliens. Il va y avoir effectivement, il va y avoir des expositions internationales. Mais le théâtre, si vous assistez à une œuvre de théâtre, ça va être en portugais. Mais la barrière de la langue est... Vous l'avez plus, j'imagine, non, on aujourd'hui. l'a plus. Oui. Donc, oui, il y a des très bons théâtres, il y a beaucoup d'expositions. Moi, je vois, en 15 ans, il y a eu beaucoup de musées qui se sont ouverts. Quel genre d'exposition on peut trouver à São Paulo? C'est plutôt... São Paulo est très tourné vers l'art moderne. Oui, c'est un pays d'avenir, c'est l'Amérique. Donc, le passé les intéresse moins que nous. Et donc, il y a énormément d'expositions... comme à la Biennale de São Paulo, c'est vrai que c'est vraiment une des expositions phares dans le monde. Oui, il y a une grande offre culturelle. Après, la difficulté est peut-être d'y accéder pour nous, étrangers, en arrivant. Je trouve que l'information n'est pas toujours... disponible et facilement disponible. Et justement, en fait, avec votre association São Paulo Accueil, j'imagine que vous essayez de centraliser un peu les informations. En fait, il y a des choses organisées pour les Français, pour la communauté française? Oui, São Paulo Accueil, notamment, mais toute la communauté française. La communauté française est très, très solidaire, très soudée. Beaucoup de choses se font et... beaucoup d'informations sont transmises parce que comment ça se passe pour bien s'intégrer dans cette ville? Il faut avoir le jeitinho. Le jeitinho, c'est le bon tuyau, l'information, etc. Ouais. Beaucoup de bouche à oreille. Moi, le meilleur conseil qu'on m'a donné quand je suis arrivée, c'est une amie brésilienne qui m'a dit il faut parler. Et en effet, on n'a pas l'information comme ça, il n'y a pas de plan, même le plan de la ville est vraiment très compliqué, mais par contre, vous pouvez toujours demander. Alors, comme les gens ne disent pas forcément non et ne savent pas toujours dire qu'ils ne savent pas, vous pouvez passer par des chemins détournés. Ouais. Mais vraiment, il faut parler et la relation passe beaucoup par l'humain. Il y a énormément d'échanges. Beaucoup bouche à oreille. Donc en fait, il y a toujours, on recommande énormément. Donc il y a beaucoup de choses qui se font. Donc bien sûr dans la communauté française. Et puis c'est facile par l'association, c'est facile parce qu'on parle français entre nous. Oui, bien sûr. Du coup, ça permet de donner les choses, surtout au départ quand on vient d'arriver. Notamment au départ. Ouais. D'accord. Alors il y a quand même un point sur lequel il est important d'insister, c'est le coût de la vie à São Paulo, le coût du logement notamment. On va écouter Éric Derouet, vice-président d'Exécutive Relocation. À São Paulo, comme dans toutes les grandes villes, il existe des quartiers qui sont plus prisés que d'autres pour la population des expatriés. On dira Vila Nova, Vila Olímpia, Campo Belo, Santa Helena, Alto Pinheiros sont les quartiers qui correspondent effectivement à la demande et aux attentes de nos collaborateurs expatriés. En ce qui concerne les loyers, ils sont généralement assez élevés. Il faut compter de l'ordre de 2 800 € pour un appartement de 70 mètres carrés, de l'ordre de 5 000 € pour un appartement de 120 mètres carrés et plus de 10 000 € pour des surfaces supérieures à 200 mètres carrés. Et plus de 10 000 € quand même. Donc là, on arrive dans des loyers relativement élevés. Est-ce qu'on s'y attend, ça, quand on arrive à São Paulo? On ne s'y attend pas. Et puis surtout, vous avez les maisons, vous avez les appartements. Et surtout, les appartements, il faut ne pas oublier les charges. Les charges d'un immeuble sont énormes et peuvent parfois même être supérieures au prix du loyer. Voilà, les charges, ça veut dire automatiquement, vous êtes à São Paulo, donc les immeubles, vous avez très souvent une salle de sport, une piscine, des gens qui passent leur temps à nettoyer, à agrémenter le jardin, vous avez un playground, etc. Donc vous avez des charges très importantes. Oui, qu'on n'a peut-être pas l'habitude de trouver en France. Et quand vous avez une maison, vous pouvez avoir tout ce qui est charge de sécurité privée. Oui, bien sûr, la sécurité, on va en parler justement. Donc, vous, dans quel quartier vous avez choisi de résider? Éric Derouet faisait allusion à certains quartiers. Vous conseilleriez les mêmes? Nous, on n'est pas loin en plus. Nous, on n'est pas loin, on est dans le même quartier, qui est Vila Nova Conceição. Moi, je vis en maison, parce que contrairement à ce qu'on peut imaginer, on peut tout à fait vivre en maison à São Paulo et dans le centre-ville.
Contrairement à ce qu'on peut imaginer, vous voulez dire au niveau de la sécurité? Au niveau de la sécurité, mais également parce qu'on imagine une mère d'immeuble. C'est quand même une mère d'immeuble, mais il y a des maisons. Il y a quand même des petits quartiers résidentiels. Oui. Ouais. Au niveau sécurité, c'est vrai qu'il est plutôt recommandé aux expatriés de vivre dans des maisons qui sont dans des condominiaux, c'est-à-dire gardées, sécurisées, un ensemble de maisons. Nous vivons dans une maison de rue, qu'on appelle comme ça. En effet, on a un gardien pour le pâté de maison 24 heures sur 24. Anne Le Bas-Signora, pareil, vous êtes dans une maison ou un appartement? Non, là on est dans un appartement. On était dans une maison il y a 15 ans et là on est dans un appartement pour plusieurs raisons. Pas forcément des raisons de sécurité, mais plutôt de côté pratique, puisque j'ai un mari qui est rarement à la maison, donc il fallait que je puisse laisser les enfants seuls sortir régulièrement, etc. Ce qui n'était pas forcément évident dans une maison. Catherine a des enfants plus âgés. Parce que vous avez des c'est-à-dire dans la résidence. De pouvoir me dire, voilà, j'ai besoin de sortir dehors, je les laisse, j'ai besoin d'en emmener un à droite, je peux laisser celle de 8 ans dans l'immeuble, ce qui n'est pas forcément évident en maison, à moins d'avoir quelqu'un 24 heures sur 24, etc. Donc c'était plus... Voilà. C'était plus pratique pour nous. Maintenant, São Paulo, de toute façon, la zone, on va dire, où vivent les expatriés, qui est plutôt proche de l'école, parce qu'il y a beaucoup de trafic. Oui. Il y a une école française. Il y a une école française. Ce sont principalement... Enfin, moi, je définis São Paulo. Vous avez des gratte-ciel, un petit quartier de maison, un petit bidonville et des grosses avenues à 6-7 voies. Voilà. Et après, vous avez des gratte-ciel. Voilà. Pour moi, grosso modo, São Paulo, c'est ça. Il y a du trafic, énormément, de plus en plus. C'est incroyable. Et donc ça, justement, ça doit jouer aussi sur le choix du quartier par rapport à votre domicile, au lycée français. Une école qui commence à 8 heures du matin. Il faut pouvoir les emmener. Il y a des gamins qui vont se lever à 6 heures, voire même avant, s'ils habitent un peu trop loin. Et effectivement, la zone, on va dire, proche de l'école française, et les quartiers qui entourent, sont des quartiers qui sont chers. Un mot sur la sécurité. Est-ce que vous avez l'impression qu'on est quand même... il y a une évolution positive de l'insécurité ou est-ce que plutôt une amélioration de la situation à São Paulo? Comment est-ce que vous vous sentez? Quels sont les conseils que vous donneriez à des Français qui viennent d'arriver? Alors, les conseils de base, à savoir être vigilant, être prudent, ne pas se faire remarquer, ne pas résister si jamais, par malheur, vous rencontriez... quelqu'un qui vous soit arrivé agressif. Des choses, des anecdotes, pas des choses graves. Il y a 15 ans, oui. Depuis que je suis arrivée, non. Mais... Quelque chose de grave ou c'était... Oui, il y a 15 ans, on s'est fait fusiller le mur de la maison. Il ne nous visait pas, nous, il visait la maison d'à côté, donc il s'était trompé. Mais après, on a escaladé ma voiture avec des pistolets, etc. Mais il y a 15 ans, la situation était bien différente qu'à l'heure actuelle. Il faut voir qu'avec le président Lula, la population pauvre, c'est quand même... Enfin, on ne peut pas dire enrichie, mais on va dire que a une qualité de vie supérieure par rapport à avant. Donc, il y a beaucoup moins d'insécurité. On a été très surpris en y retournant. On se disait, on est parti avec un enfant tout petit, maintenant on revient avec un adolescent et puis d'autres enfants. Comment ça va se passer? Or, j'imagine qu'il y a quand même une appréhension. Oui, vous vous dites, mais ces gamins-là, s'ils vivent dans des prisons dorées, ça va pas le faire. Or, en fait, c'est pas vraiment le cas. Maintenant, il y a des terrasses de café dans certains quartiers. Les maisons n'ont plus besoin d'un gardien 24 heures sur 24 juste devant pour chaque maison. Il y a de l'insécurité, il y en a moins qu'avant. On voit des gens qui sont arrêtés au feu rouge avec les vitres baissées, ce qui n'était pas le cas. Ce qu'il y a comme insécurité dont on entend parler, c'est quoi? Ce sont des cambriolages, ce sont des attaques à main armée, on vous prend la voiture, etc. Les populations d'expatriés sont plus visées que les autres? Non. Moi, pas parce qu'un expatrié, un étranger ne se voit pas. Il y a un tel mélange de toutes les communautés au Brésil, tout le monde peut être brésilien. Il n'y a absolument aucune animosité envers l'étranger. On passe incognito partout. Il suffit qu'on parle bien le portugais, quoi. Oui, mais même si on est étranger, on est bien accueilli. Oui. Non, il n'y a aucun problème. C'est un peuple très, très ouvert, très gai. Est très communicatif. Tout va toujours bien, exactement. Tout va bien. Tout est parfait. Donc non, oui, il y a de l'insécurité, bien sûr. Maintenant, ne tombons pas dans les clichés où on va se faire agresser tous les 4 coins ça a de bien rue. évolué, on va dire. Ça a bien évolué. Il faut faire attention. Est en régression, d'ailleurs. Exactement. Mais comme dit Catherine,
Si on se fait attaquer, on sait qu'il ne faut surtout pas faire de faux gestes. Il ne faut pas essayer de prendre le portefeuille. Il ne faut pas bouger. Il faut se laisser faire. D'ailleurs, ceux qui attaquent le savent. Ils viennent directement, ils prennent dans vos poches. Ils prennent dans votre sac, ils prennent ce dont ils ont besoin et repartent. Bon. Voilà. Et vous ne bougez pas. De le savoir. On sort quand même. Oui, on sort. C'est quand même le pays de la fête, donc les jeunes, par exemple, les adolescents sortent aussi également. Alors on prend quelques précautions, il faut un taxi connu, mais ça n'empêche pas. Vous empêchez pas de vivre. D'accord, très bien. Juste vigilant. Merci beaucoup, mesdames. Bonne continuation à São Paulo. On se quitte et nous on se retrouve après une courte page de publicité pour parler des opportunités d'investissement à São Paulo. À tout de suite. La CFE, votre sécurité sociale jusqu'au bout du monde. De retour sur le plateau sur le plateau des 24 heures chrono en direct des studios de TV5 Monde. Nous parlons donc de São Paulo et des opportunités d'investissement. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau Yvan Bernardin. Bonjour. Bonsoir. Vous êtes donc directeur de Bernardin LTDA et vous accompagnez les entreprises françaises à s'implanter sur le marché brésilien, c'est bien ça? Tout à fait, depuis 16 ans. D'accord. Et Thierry Dussard, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur et fondateur de l'entreprise Imminence. Qu'est-ce que vous faites exactement? Vous venez juste d'arriver sur le marché brésilien. On est sur le marché brésilien depuis 8 mois. Et notre métier, c'est éditeur de logiciels d'outils d'informatique pour les agences immobilières. D'accord. Une société donc, qui est à Sophie Antipolis, en France, et qui a décidé depuis 2008 de s'expatrier et rechercher des relais de croissance à l'international et au Brésil depuis 8 mois. D'accord. C'est vrai que le Brésil regorge quand même d'opportunités. Bon, on l'a dit en introduction, la croissance est quand même un peu plus faible, a été plus faible en 2012. Elle est espérée de 3% en 2013. Il y a quand même beaucoup d'opportunités et surtout un marché de 100 millions de consommateurs, donc c'est pas rien. Pourquoi attaquer le marché par São Paulo? Pourquoi pas une autre ville? Ça fait suite à évidemment des études d'impact et des études de marché. Il est évident que São Paulo est aujourd'hui la ville économique du Brésil, où dans notre domaine qui est l'immobilier est en plein essor, les prix de l'immobilier flambent et c'est un marché qui est en train de se structurer autour de cette profession d'agent immobilier. Ce qui est assez fréquent dans les marchés émergents, dans les pays qui sont en création économique. Bon, le Brésil n'est plus en création économique depuis quelques années, mais enfin en tout cas... Une fois que les habitants de ces pays ont acquis un certain pouvoir d'achat, la première des choses qu'ils font, c'est se loger. Oui. Et donc, ça crée tout de suite une structure immobilière. Et donc, ils ont des besoins. Les métiers se créent autour de l'immobilier. Il y a des besoins technologiques. C'est pour ça que nous, on s'y est intéressé. Et São Paulo étant la plus grande ville économique du Brésil, évidemment, c'était la ville prioritaire. Bien sûr. Quelle est l'attractivité, à votre avis, aujourd'hui, Monsieur Bernardin, du Brésil et de São Paulo en particulier? Je crois qu'aujourd'hui, une entreprise, où qu'elle soit dans le monde et qui a une ambition internationale, elle doit être présente au Brésil. C'est un des gros marchés où il faut être présent. Le Brésil, aujourd'hui, talonne la France au rang des plus grandes puissances mondiales et inexorablement va doubler la France
dans les prochaines années. Il y a effectivement aujourd'hui, avec l'émergence de la classe moyenne qui est passée de 20 à un peu plus de 50% de la population, vous avez aujourd'hui un marché énorme, beaucoup de consommateurs. Et au milieu de tout cela, vous avez une ville qui, à elle seule, est la 3e du monde, São Paulo, avec 21 millions d'habitants, et où sont concentrés énormément de sièges sociaux. C'est là que les affaires se traitent le plus. Même pour les sociétés qui sont en dehors de São Paulo, ils ont toujours un bureau à São Paulo pour venir traiter les affaires. Quels sont les secteurs porteurs aujourd'hui? Quels sont les marchés sur lesquels vous incitez les entreprises françaises à investir? Je crois que il y a effectivement des marchés, des niches de marché sur lesquelles il y a des opportunités dans beaucoup de domaines, que ce soit dans les services à valeur ajoutée, exemple Imminence, que ce soit dans l'agriculture et toutes les filières de transformation des produits agricoles, que ce soit dans l'industrie avec tous les équipements qui ont une certaine technologie. D'un point de vue général, et puis on peut tous les domaines sont à couvrir. Tous les domaines peuvent être intéressants à partir du moment où on apporte un produit un petit peu différent. Le marché brésilien étant assez protectionniste, il est important de pouvoir apporter quelque chose de différent pour justifier peut-être une différence de prix. Alors justement, le protectionnisme, c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit qu'il y a différentes lois pour protéger quand même les produits brésiliens également. Comment ça se traduit sur ce marché pour les entreprises françaises notamment? Alors, il y a différents cas de figure. Je crois que le cas de figure d'Imminence... Effectivement, on se rend compte assez rapidement quand on rentre sur le marché brésilien que ça ne va pas être facile. Que les Brésiliens, dans l'absolu, ont besoin de personne. C'est un grand peuple souverain qui possède absolument tous les services, qui est en recherche d'innovation, qui est en recherche de nouveaux services. Mais on s'aperçoit assez vite qu'il va falloir, en tout cas dans nos domaines, il faut créer le besoin et surtout trouver le partenaire, et le bon partenaire. L'expérience qu'on en a, alors elle ne concerne que la nôtre. Chaque expérience vécue va être un peu différente, mais une PME telle que Imminence qui décide d'attaquer le marché brésilien, à mon sens, ne peut pas le faire seule. Ça serait une bêtise, fondamentalement. Donc, on est d'abord obligé de trouver déjà, pour trouver le partenaire et le bon distributeur, d'avoir peut-être aussi les bons contacts. Vous avez travaillé ensemble, c'est ça, on a travaillé et on continue à travailler ensemble parce que c'est une longue histoire qui s'écrit. Combien de temps avant de vous lancer sur ce marché? Combien de temps vous avez mis à faire votre business plan Alors, le business plan, il va assez vite. Enfin, l'étude de marché, l'étude d'impact est assez rapide, mais la recherche du partenaire peut prendre beaucoup de temps parce que les Brésiliens, ce que nous on a appris, différentes visites et découpes business trip qu'on a pu faire dans ce métier, c'est qu'ils vous disent jamais non. D'accord. Chaque fois que vous les rencontrez, ils trouvent le projet fabuleux, qu'il faut le faire demain matin, évidemment, mais ça ne se passe pas tout à fait comme ça. D'abord, il faut qu'ils comprennent bien, il y a une grosse barrière de la langue. Donc ça, on reviendra justement dessus tout à l'heure avec justement les différences culturelles et l'appréhension des codes des Brésiliens. On va se retrouver après une courte page de publicité pour continuer ce débat. Ne confiez pas l'encaissement de vos impayés à n'importe qui. France Créance est là pour votre recouvrement amiable et judiciaire en France et à l'international. De retour sur le plateau des 24 heures chrono de l'International. Donc on parlait justement des opportunités d'investissement, du choix du bon partenaire qui est vraiment crucial lorsqu'on veut s'implanter au Brésil. Concernant la création de société, vous, quelle société avez-vous décidé d'implanter? Enfin, peut-être pas d'implanter d'ailleurs, si vous avez choisi... Voilà, justement, on a choisi une autre, on avait plusieurs options. Donc évidemment, de créer une société en propre. On a trouvé que de France, c'était compliqué. En tout cas pour nous. Donc on a choisi de travailler avec un distributeur brésilien.
donc avec lequel on a signé un contrat de distribution. D'accord. Qui va être amené à distribuer donc nos produits. C'était plus simple que de créer vous-même une propre entreprise. C'était plus simple, y compris, et peut-être plus rapide surtout, et aussi plus simple dans le contrôle, puisque nous, on avait décidé de ne pas créer une entité brésilienne. D'accord. Dans le cadre du développement de notre activité. Alors justement, quand on décide de créer une entreprise, quelles sont les différentes formes de société qu'on peut créer brièvement ? Au Brésil, la société la plus communément créée, c'est la Limitada, qui est l'équivalent de la SARL française. Pour laquelle c'est ce qu'il y a de plus simple. Oui, c'est ce qu'il y a de plus simple. Ça prend entre 1 et 2 mois pour avoir les autorisations de base jusqu'à l'importation, on va dire. D'accord. Après, il y a des secteurs d'activité, un peu plus particuliers. Voilà, où il y a des accréditations spécifiques à obtenir, comme dans le domaine de la santé. D'accord. Mais c'est relativement simple, 1 à 2 mois, et il faut simplement 2 actionnaires qui n'ont pas besoin d'être brésiliens. Ça peut être 2 personnes physiques ou 2 personnes morales étrangères. Il n'y a absolument aucune restriction là-dessus. Il n'y a pas de capital minimum. Et il n'y a pas d'assemblée générale obligatoire, il n'y a pas de publication obligatoire des comptes, donc c'est quand même relativement souple. Par contre, la comptabilité est mensuelle. D'accord, là c'est... Il faut un comptable, il faut un administrateur, qui est dans les statuts, qui a la responsabilité de la société. Donc ça, c'est vraiment la forme de société la plus simple. Alors justement, donc la création de société est relativement simple. Par contre, les formalités administratives et la fiscalité peuvent s'avérer un peu plus complexes. On va écouter Boris Le Chevalier, conseiller du commerce extérieur et directeur de Altios do Brasil, nous en parler. La complexité du Brésil, en fait, elle vient principalement du fait que vous avez 3 niveaux de fiscalité. Vous avez un niveau municipal, donc de ville, un niveau au niveau de estadual, donc l'équivalent de nos régions françaises, et un niveau national. Et effectivement, le Brésil est certainement l'un des pays les plus créatifs au niveau mondial dans la fiscalité. Ça veut dire une chose, c'est que pour une entreprise française qui s'intéresse au marché brésilien, il est important, en fait, qu'avant de démarrer quoi que ce soit, elle puisse bien regarder par rapport à ses produits à quelle fiscalité elle va être soumise. Alors un mot sur la fiscalité qui est quand même relativement complexe. J'ai l'impression que ça évolue aussi rapidement, non ? C'est ça ? Alors, l'évolution, c'est clair, mais alors c'est le point noir de l'entrée d'une entreprise française, j'imagine étrangère au Brésil, c'est la compréhension de la fiscalité brésilienne. Qui est d'abord assez lourde et qui peut même engager le processus de développement de l'entreprise au Brésil. Parce qu'on peut se retrouver dans une situation où le business model n'est plus adapté parce qu'une fiscalité est trop forte. Et ça a été notre exemple. Où on est obligé d'ailleurs de changer la typologie des produits, de l'offre, et ne pas faire un copier-coller avec la France pour pouvoir justement s'adapter à la société brésilienne qui allait distribuer nos produits afin que tout le monde puisse gagner sa vie sur l'affaire. Quels sont les conseils que vous pouvez justement prodiguer aux entrepreneurs français à ce sujet-là ? Oui, il faut faire des calculs, des simulations au départ, parce que on n'imagine pas forcément quels vont être les multiplicateurs au départ. Il y a aussi des idées reçues à éviter. On croit souvent qu'on a 100% de droits de douane au Brésil, ce qui n'est pas vrai. On a parfois un multiplicateur entre l'entrée et la sortie de douane effectivement de 100%, mais il y a beaucoup d'impôts qui sont récupérables, donc qui ensuite vont être appliqués uniquement sur les marges intermédiaires. Donc on a effectivement un coût fiscal important, et surtout il y a presque 50 impôts au Brésil, donc il faut passer par des fiscalistes, des spécialistes qui vont être capables de faire les bonnes simulations et parfois d'aller chercher des solutions apportées par un État plus qu'un autre parce qu'il a un avantage fiscal sur tel ou tel impôt. Donc il faut étudier la situation avant. Ça peut être fondamental parce que le prix final va jouer. Vous en êtes sorti comment ? En adaptant nos produits à la fiscalité brésilienne, en sortant du software traditionnel à la française, en offrant un service plutôt qu'un produit, et en hébergeant le service en France. D'accord, très bien. On va parler maintenant des différences interculturelles qui existent également entre Français et Brésiliens. On écoute tout de suite Alain Goulaine. La différence du rapport au temps entre le professionnel brésilien et le professionnel européen ou nord-américain. On fonctionne beaucoup ici sur le court terme, voire le très court terme. La vision de moyen et long terme, culturellement, elle est plutôt écartée. Ce qui compte, c'est tout et maintenant. Alors, Alain Goulaine, qui est donc avocat, revenez sur les différences culturelles qui existent. Sidonie Lacombe, vous nous avez rejoint. Vous êtes, bonsoir, vous êtes chef de projet en management interculturel chez Berlitz. C'est bien ça. Et donc, vous êtes spécialisé justement sur tout ce qui est formation interculturelle avant de partir, pour bien expliquer et pour éviter les faux pas une fois arrivé. Comment ça se passe ? Quels sont les plus gros faux pas qu'il ne faut pas commettre ?
Alors déjà par rapport effectivement à la population brésilienne et notamment São Paulo, qui est une ville à l'image du pays très métissée et très diverse dans sa population, dans sa géographie et autres. Et donc effectivement, il faut surtout pas faire de faux pas, notamment dans les stéréotypes. On a beaucoup tendance à imaginer effectivement le Brésilien type et notamment le pauliste, l'habitant de São Paulo, qu'il aime la fête, le carnaval, le week-end de 3 jours, les fériés prolongés. Et effectivement, il faut faire attention à tout ça parce qu'on parle effectivement de choses qui sont visuelles. Et nous, justement, dans les formations interculturelles par rapport au Brésil, on va beaucoup rentrer plus dans ce qui est implicite. Et on parlait tout à l'heure effectivement... Oui, parce qu'on a beaucoup répété justement tout au long de ce plateau, les Brésiliens, ils sont, voilà, c'est des gens accueillants, ils savent pas vraiment dire non, etc. Donc on peut croire peut-être trop facilement que l'affaire va se conclure et finalement c'est pas le cas. Exactement, c'est-à-dire que... Non, vous avez l'air mitigé. Oui, d'abord, moi je pense que les Brésiliens, ils savent dire non. Ça dépend dans quel domaine. Quand on est en train de leur présenter un nouveau produit, un projet, ils sont effectivement enthousiastes, ils savent la difficulté de rentrer sur leur marché, donc ils sont plutôt accueillants, ils vont pas vous faire peur. Mais quand vous êtes au quotidien dans les affaires au Brésil, et notamment que vous traitez avec les administrations, ils savent vous dire non. Et ils vous disent d'ailleurs très souvent non. Et c'est même parfois parce qu'ils vous disent non qu'il faut utiliser le fameux jeitinho dont on parlait tout à l'heure, qu'il faut faire passer par des professionnels pour résoudre certaines situations. Au niveau du management, comment ça se passe au management d'équipe brésilienne? Alors il faut savoir que sur les dimensions interculturelles, les Brésiliens ont vraiment tendance à être très hiérarchiques. Et donc ça fait partie d'un des paradoxes aussi que l'on peut avoir quand on est dans une équipe et qu'on est amené en tant que manager français à diriger des locaux par exemple, puisqu'on est dans une société qui est assez informelle d'apparence, bien on est censé respecter effectivement les statuts. Le manager dans l'entreprise est généralement représenté de façon très paternaliste. Il l'est, suite bien sûr à tout le passé effectivement historique du Brésil. Et il s'impose vraiment comme un chef et comme un repère dans l'entreprise. Ce qui est important aussi de voir par rapport aux équipes lorsqu'on est expatrié et qu'on est amené à manager des équipes, c'est aussi le rôle notamment de la gestion d'équipe dans la critique, ne pas être explicite devant tout le monde. La notion de groupe est très importante et ça rejoint aussi la notion de relation aussi que l'on doit instaurer avant de travailler avec ses équipes ou bien avant de trouver les bons partenaires. Donc ça c'est très important puisque le Brésil étant aussi le pays de l'enthousiasme, il est toujours bon de montrer son enthousiasme, mais de ne pas montrer sa mauvaise humeur devant tout le monde. Et donc effectivement, toutes les remontrances entre guillemets ou les remédiations sont à faire en privé. D'accord. Des cas de société où ça s'est vraiment mal passé, où les Français arrivent plutôt à bien s'adapter? Je pense que dans l'ensemble, on arrive à bien s'adapter. On a un peu une réputation d'arrogant, quand même. On manque, on va dire, plutôt d'un peu d'humilité. Mais les Brésiliens sont très susceptibles, donc je rejoins entièrement ce qui vient d'être dit. Ils sont très susceptibles, il faut faire attention. Ils ne le montreront pas, mais ils n'oublieront pas forcément. Ils ne vont pas vouloir vous vont pas vous le faire subir immédiatement, mais vous savez que dans la relation, si vous avez été un petit peu au-delà de la limite conventionnelle, ça ne va pas faire une très bonne relation. Et si c'est dans le cadre du travail, ça peut bloquer les affaires. Puis comme effectivement, ils ne savent pas trop vous dire non, finalement, on ne travaillera pas ensemble, on peut perdre beaucoup de temps comme ça. D'accord. Je vous remercie beaucoup. Je remercie tous nos intervenants pour cette émission donc dédiée à São Paulo. À 20h, vous retrouverez François Henus, direction l'Amérique du Nord avec la ville de Toronto. Découvrez un monde d'opportunités avec HSBC, votre banque partout dans le monde.
Expatriés, exportateurs, DRH, votre télé enfin sur le net. Reportages, conseils, dossiers experts, dossiers pays, actualités sur news21.tv. Expatriés, exportateurs, DRH, connectez-vous sur news21.tv.